Chinois les feront eux, et nous les vendrons à nous, et ainsi de suite. Les luttes sociales, le combat politique, une vision donc extrêmement compétitive de la nature. Extrêmement compétitive de la nature. Et ça donne le mot compétitivité, dont on nous rebat les oreilles. Parce qu'il faut que nous soyons compétitifs dans la mesure où le monde est une immense loi de la jungle, c'est la mondialisation, où les plus forts s'imposent aux plus faibles, c'est le monde dans lequel nous vivons, malheureusement, mais c'est effectivement le monde dans lequel nous vivons. Et nous sommes bien obligés d'être compétitifs si nous voulons avoir encore quelques capacités de produire. Alors il faut que nous puissions exporter. Comme nous sommes maintenant entrés en campagne présidentielle, décortiquons en quelques mots ce qu'on appelle le combat politique. Le vocabulaire ici est tout à fait significatif. Quand on dit combat politique, on pense aux élections. Alors les élections, c'est un combat, évidemment. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça se fait à travers des batailles électorales. La bataille, c'est un mot guerrier. Pour faire une bataille électorale, on fait des campagnes électorales. La campagne, c'est aussi un mot guerrier. Napoléon a fait des campagnes à travers toute l'Europe. Il s'est fait finalement coincer par les Russes. Mais il s'est fait détester par les Autrichiens, les Prussiens, les Italiens, les Espagnols. Il n'y a que les Français qui aiment Napoléon. Dès que vous mettez un pied en dehors de la France, Napoléon est détesté dans le monde entier. Bon, mais quand on fait une campagne électorale, comment s'y prend-on? Eh bien, les forces politiques, les forces comme les forces armées, c'est le même mot de nouveau, mobilisent leurs troupes, c'est comme ça qu'on dit. Les forces politiques mobilisent leurs troupes de militants, terre ou temps, c'est le même mot aussi. Et l'objectif, c'est la victoire. Donc c'est la guerre. Donc, chers amis, nous entrons en guerre. Puis c'est une guerre où il y a des épisodes tout à fait succulents et truculents et surprenants et étonnants et détonnants et déconnants et bon, tout ça. Donc c'est très intéressant à suivre. Il y a toutes sortes de batailles successives. C'est tout à fait surprenant qu'on ait un vocabulaire pareil. Et nous ne sommes pas conscients de vivre dans une société qui est une société basée sur une manière de se représenter la nature comme étant la loi de la jungle. Et c'est l'honneur de l'écologie. C'est vraiment l'honneur de l'écologie d'avoir montré que la nature, c'est pas que de la compétition. Que la nature, c'est aussi de la coopération. De la coopération. Pas seulement, c'est aussi, je dirais, c'est d'abord de la coopération. Il y a un bouquin que j'ai fini il y a 6 mois qui s'appelle L'évolution vue par un botaniste et que M. le maire a évoqué. J'y développe une thèse qui m'est particulière parce qu'elle n'est jamais développée, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans la pensée unique où la compétition est la reine absolue de tous les rapports sociaux. J'ai montré comment, depuis le Big Bang, des mécanismes d'associativité, de solidarité ont joué à tous les niveaux, depuis les tout premiers atomes jusqu'à nous, et jusqu'à nos sociétés. Et j'ai baptisé ce principe d'associativité. Je ne vais pas le développer maintenant, mais c'est extrêmement surprenant de voir comment, à partir de particules microscopiques qu'on appelle les quarks, eh bien l'associativité a fait qu'on est passé aux neutrons, aux protons, aux électrons, qui se sont associés pour donner des atomes, qui se sont associés pour donner des molécules, qui se sont associés les molécules pour donner l'ADN, lequel s'est associé pour donner les bactéries sont associées pour donner les cellules sont associées pour donner les organismes, et les organismes sont nos organismes, mais aussi les organismes sociaux. Donc il n'y a pas que de la compétition. Et je vais prendre un exemple qui est très parlant, surtout pour vous qui vivez dans un milieu très vert. Ça a été démontré il y a très peu de temps. Quand on creuse un peu au pied d'un arbre, on s'aperçoit qu'il y a souvent des moisissures blanches. Et ce sont des micro-champignons, des champignons microscopiques qui s'anastomosent à l'extrémité des racines et qui rendent un éminent service aux racines, parce que les racines ne sont pas très douées pour la plupart des arbres pour prendre du phosphate dans le sol.
Et pourtant, la plante a besoin de phosphate parce que l'ADN contient du phosphate. Donc si la plante n'arrive pas à prendre du phosphate dans le sol, elle meurt. Elle n'est plus là. Elle n'a plus d'ADN. Eh bien, ce sont ces petits filaments de champignons microscopiques qui vont chercher le phosphate, qui l'amènent jusqu'aux racines. Les racines le transfèrent par le tronc et par les branches jusqu'aux feuilles où se fait la synthèse de l'ADN. Mais les microfilaments de champignons sont dans le sol, dans l'obscurité. Ce sont des champignons. Ils ne contiennent pas de chlorophylle. Les champignons ne contiennent pas de chlorophylle. Ils ne sont pas verts. Quand un champignon est vert, c'est qu'il a un autre colorant, mais pas la chlorophylle. Et donc, ils ne savent pas synthétiser la matière vivante. Les champignons ne synthétisent pas de matière vivante, contrairement aux arbres et aux herbes. Ce ne sont pas des arbres et des herbes. Et on ne les considère plus comme des végétaux maintenant, on les considère comme un règne à part, un des 4 grands règnes du monde vivant. Alors ils ne peuvent pas faire de la nourriture, donc il faut qu'ils la prennent ailleurs. Il faut qu'ils la trouvent dans leur environnement. Eh bien, c'est l'arbre ou l'herbe à laquelle ils sont reliés par ces filaments qui va leur apporter cette matière vivante. Alors ça donne ceci, c'est très joli. Le champignon donne à l'arbre, mettons à l'arbre de la forêt, de la matière minérale, de l'eau minérale, et l'arbre lui apporte, toujours par les racines, de l'eau sucrée, donc du sirop. Et voilà une coopération admirable. Et si cette coopération n'existait plus, il est inimaginable de savoir comment serait la nature. Il y aurait plus beaucoup d'espèces de plantes, parce que l'immense majorité des espèces de plantes fonctionnent avec ces micro-champignons. Mais c'est encore plus subtil que ça, parce que les Canadiens ont montré que ces filaments de champignons forment des réseaux très denses. En anglais, un réseau, c'est un net. Dans ce réseau circule de la nourriture qui passe d'une plante à une autre plante à travers le réseau. Exactement comme l'information passe à travers le réseau Internet d'une personne à une autre personne. Et par conséquent, on arrive alors à cette conclusion tout à fait surprenante, c'est qu'un grand arbre, en dessous duquel il y aura un petit arbre chétif, qui va peut-être mourir parce qu'il n'aura pas beaucoup de soleil, parce que le grand arbre lui pompe l'air, c'est vraiment le cas de le dire, mais peut-être qu'il ne mourra pas, le petit arbre, parce que par les réseaux en question, dans le sol, le grand arbre va envoyer la nourriture au petit arbre. Et c'est le cas de figure des Restos du Cœur, c'est tout à fait la même chose. Ceux qui ont la nourriture en donnent à ceux qui n'en ont pas. Ils ne donnent pas tout. Il n'y a que les saints qui donnent tout. Ils ne donnent pas tout, mais ils donnent un peu. Exactement comme nous faisons quand nous faisons des actions humanitaires, c'est tout à fait la même chose. Donc voilà un exemple de solidarité qui est quand même très impressionnant. Alors des exemples comme ça, j'en ai trouvé assez pour faire tout un bouquin qui s'appelle La solidarité. Et bien entendu, chers amis, bien entendu, dans la société c'est pareil. Je viens de parler des Restos du Cœur, c'est la solidarité. Il n'y a pas de compétitivité au niveau des Restos du Cœur, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'ego. Ce ne sont pas des personnes qui en veulent, qui ont de l'ambition, il n'y a rien de tout ça. Il y a d'innombrables systèmes de solidarité. Il y a même des systèmes économiques de solidarité qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ce sont les mutuelles, vos mutuelles de santé, votre mutuelle d'assurance peut-être, si vous êtes à la Massif ou à la Maïf ou encore à d'autres grandes compagnies d'assurance. Il y a toutes les ONG, il y a toutes les organisations humanitaires, il y a toutes les organisations caritatives. Ça fait travailler plus de 2 millions de Français. Et ça représente un peu plus que 10% du produit intérieur brut. C'est une autre économie. C'est une économie qui est, cette fois-ci, fondée sur la solidarité, dans la mesure où il n'y a pas d'actionnaires dans ces entreprises. Il n'y a pas de dividendes distribués. Il y a des sociétaires, et tous sont à égalité, et chaque sociétaire, dans les assemblées délibératives, chaque sociétaire a une voix.
Voilà un exemple où la solidarité est présente dans la société comme elle est présente dans la nature. Mais nous n'en sommes pas conscients et il n'y a pas de courant de pensée puissant qui développerait cette idée de solidarité. Il faut que nous développions cette idée de solidarité et que nous tournions petit à petit le dos à une vision exclusivement égocentrique, égoïste et compétitive des relations sociales et des relations humaines. Parce que vous avez remarqué que depuis que j'ai pris la parole, j'ai évoqué à plusieurs reprises déjà nos enfants et leurs enfants et leurs petits-enfants et toutes les générations qui suivront. Et quand on dit développement durable, on se pose la question, quel monde allons-nous laisser à ces enfants-là? C'est ça la question qui se pose. Et le fait que nous nous posions cette question est un puissant sentiment de solidarité, parce que nous nous sentons solidaires de nos enfants, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Autrefois, c'était pas du tout comme ça. Autrefois, on pensait que les ressources étaient illimitées et que les enfants, pour se les procurer, n'avaient qu'à travailler. Comme disaient nos parents, ils n'ont qu'à faire comme nous. Il y avait des cyniques qui disaient « après nous le déluge ». Aujourd'hui, peut-être que certains le pensent encore, mais personne ne le dit plus. Plus personne n'aurait l'idée de dire ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre génération se sent solidaire des générations qui vont suivre. C'est une solidarité intergénérationnelle. Il y a aussi, à côté de cette solidarité dans le temps, un effort, une réflexion sur la solidarité dans l'espace. La charte de l'ONU en matière de développement durable, en son article 3, dit ceci: les ressources de la planète doivent être équitablement réparties entre tous ses habitants. Bon, ben, c'est évidemment raté. Les ressources de la planète ne sont pas, bien évidemment, équitablement réparties. Entre le nord et le sud, il y a des déséquilibres extrêmement graves. Mais paradoxalement, dans les pays du Nord et dans nos pays et dans notre pays, la fourchette des revenus s'élargit toujours plus. Et il y a d'un côté de plus en plus de gens qui deviennent très 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 riches, et de l'autre côté de plus en plus de gens qui restent ou deviennent très très pauvres. Et l'année dernière, c'est la première fois que le nombre de Français en dessous du seuil de pauvreté a légèrement augmenté. Il y en a un peu plus de 8 millions, c'est considérable. Leur revenu, je ne sais plus le chiffre, je crois que c'est 830 € à peu près par mois. Eh bien, l'injustice sociale s'agrandit. Alors ça, c'est un sacré paradoxe. Et à mes yeux, c'est un terrible défi pour le capitalisme mondialisé. Monsieur Rockefeller, qui n'était pas, semble-t-il, un homme de gauche, avait pensé que dans son immense entreprise, il ne devait pas gagner plus de 40 fois ce que gagnait le plus modeste de ses employés. Ben, vous savez bien que dans les grandes multinationales, les revenus des très grands patrons sont 300, 400, 600 fois plus élevés que les revenus du plus modeste des employés. Donc l'injustice sociale s'est puissamment aggravée au cours du dernier siècle. Il y a même une entreprise, je voyais ça il n'y a pas longtemps dans le journal, où le grand patron gagne 1447 fois ce que gagne le plus modeste de ses salariés. Et j'ai calculé qu'il aurait fallu que le salarié soit embauché sous Clovis pour gagner autant que le patron et qu'il vive 150 ans, 1500 ans. Bon, c'est évidemment peu probable avec l'espérance moyenne de vie de l'humanité, mais nous sommes là devant un vrai défi. C'est, à mes yeux, un vrai défi. Nous devons absolument nous interroger sur cette énorme injustice sociale qui est projetée à nos yeux tous les jours que Dieu fait par les médias, puisqu'il ne se passe plus un jour sans qu'on mette en scène les millionnaires, les milliardaires. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Des fois je me dis, mais enfin, est-ce que le capitalisme veut vraiment une révolution? Il s'y prendrait pas autrement, c'est pas bien.